Bonjour et bienvenue pour cette première rencontre dans Miroir Désinvolte, le podcast qui vous aide à devenir qui vous êtes. Je suis Adeline Anger, coach de vie, hypnothérapeute. Ma mission, c'est de vous aider à vivre une bonne vie, tout simplement. Une vie où vous vous sentez bien. Et je crois que pour faire ça, vous avez besoin d'apprendre ou de réapprendre à aller à l'intérieur de vous pour y trouver vos propres réponses. Car une bonne vie, c'est une vie que l'on définit selon ses propres termes que l'on connaît uniquement si l'on a développé une fine écoute de soi et qu'on a réussi à faire taire tous les bruits extérieurs. Dans ce podcast, il y aura des partages de réflexions autour de l'estime de soi, la conscience de soi, la relation à soi-même et donc aux autres, la guérison émotionnelle et tout un tas de thèmes que j'ignore encore et qui se feront connaître le moment venu. Car ce podcast sera aussi un lieu d'expérimentation où je vais laisser place à la spontanéité. Embrasser le chaos. Embrasser le chaos, ce ne sont pas forcément deux termes qui vont ensemble. Parce que quand dans notre vie, on traverse une forme de chaos, c'est pas forcément les bras qu'on a envie d'ouvrir en grand en disant « chouette, j'accueille le chaos ». Les choses sont pas aussi simples et pourtant, je trouve que quand on traverse une période comme ça de chaos, donc où les choses sont sans dessus-dessous dans notre vie, il est très important d'avoir des ressources en soi pour savoir comment faire face, entre guillemets, au chaos, ou en tout cas pour sentir ce qui se joue à ce moment-là de notre vie et essayer de traverser cette période avec le plus de grâce et d'élégance possible, même si c'est pas forcément les mots grâce et élégance qui nous viendraient à l'esprit quand il s'agit de traverser le chaos. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quand même envie de vous donner une définition du chaos, qui est la confusion générale des éléments de la matière avant la formation du monde. Et c'est aussi un ensemble de choses sans dessus-dessous et donnant l'image de la destruction, de la ruine, du désordre. J'aime beaucoup la nuance de donner l'image de la destruction, de la ruine, du désordre. Ce qui sous-entend peut-être que finalement, ce n'est qu'une image et que ces impressions de destruction et de ruine ne sont que superficielles et qu'au fond, le chaos, c'est aussi une espèce de bordel gigantesque qui n'en est pas vraiment un. Parce que finalement, c'est dans ce désordre-là que les choses se mettent en place dans notre vie d'une manière qu'on ne comprend pas forcément toujours au premier regard. Et bien sûr, j'ai choisi le mot « embrasser le chaos » parce que embrasser, c'est pas forcément embrasser, faire des bisous. C'est plutôt embrasser, prendre dans les bras, en fait. Prendre dans les bras, j'allais presque dire contenir cette énergie autour de soi ou en soi, de manière à la faire sienne et à vraiment, j'allais dire presque participer à ce processus de chaos qui est pour moi quelque chose qui survient dans la transformation. Quand on transforme des parties de soi ou des parties de sa vie, il y a un peu cette espèce d'entre-deux dans lequel on est et où les choses ne sont plus comme avant, mais elles ne sont pas encore comme on souhaiterait qu'elles soient. Donc elles sont un peu comme des pièces de puzzle éparpillées. Mais vous voyez, même quand les pièces sont éparpillées, le puzzle est déjà là. Enfin, il attend d'être juste construit. Mais dans cette période-là un peu chaotique, je trouve que c'est important de vraiment vous donner, pas forcément des outils, mais des postures. Vous donner des éléments pour avoir une posture sur comment vous comporter et quelles perspectives avoir, quelles perspectives vont venir soutenir ces périodes de transformation qui vont quand même venir défier pas mal d'émotions chez vous. À l'arrière-plan de ma conscience, il y avait déjà un souvenir, en fait, un souvenir de ma vie personnelle autour du chaos, mais qui n'est pas à proprement parler sur le chaos, en tout cas pas au premier regard comme ça. Mais en fait,
Donc quand je prépare mes épisodes comme ça de podcast, il y a souvent des choses, des souvenirs qui reviennent alors que je ne pense pas du tout au podcast. Et un des souvenirs qui est revenu, qui est bien évidemment attaché à ma chère Martinique, puisque donc quand j'étais petite, j'avais, je vais pas dire l'habitude, mais je suis partie assez régulièrement en vacances en Martinique, puisque c'est l'île dont je suis originaire. Mais j'ai toujours vécu en Île-de-France, donc je suis vraiment une grande citadine. Et pour moi, les vacances en Martinique, c'était l'occasion rêvée d'aller à la mer tous les jours. Vraiment, je me rappelle que les moments où on n'allait pas à la mer, c'était les moments où il pleuvait, ou les moments où on devait aller voir la famille. Et vraiment, moi, je comptais ces moments-là en me disant, bon, demain, tu n'iras pas à la mer, c'est horrible. Voilà, désolée pour ma famille, mais vraiment, je préférais aller à la mer. Et donc, voilà, je comptais les jours et je me disais, voilà, plus il y a de jours pour aller à la mer et plus belle est ma vie. Et vers la fin des vacances, alors que j'avais quand même bien profité de la mer, il y a eu une annonce d'une onde tropicale qui arrivait sur la Martinique. Et donc une onde tropicale, en tout cas dans ma tête d'enfant et à cette époque-là, c'était pour moi l'équivalent d'un mini-cyclone. Donc on va dire beaucoup de pluie, beaucoup de vent, mais pas non plus de quoi paniquer et pas non plus de quoi se barricader. Et donc, ce qui est très étrange quand une onde tropicale arrive, ou même quand un cyclone arrive, c'est que le jour d'avant ou les heures d'avant, on n'a pas du tout l'impression qu'il y a un mauvais temps qui arrive. C'est-à-dire que il fait très beau, le vent souffle, on dirait presque même que le vent ne souffle plus, que le temps est suspendu, que je sais pas, il y a quelque chose voilà d'un peu on est dans l'attente et on a l'impression que rien ne va se passer. Une espèce de calme comme ça, la mer vraiment mer d'huile, hein, super apaisée, il y a presque moins de vagues qu'à l'accoutumée. Et je me disais, bon, c'est quand même étrange, il y a une onde tropicale qui arrive, mais vraiment, j'en perçois pas les signes. Et le lendemain, on se réveille et effectivement, il pleut beaucoup, ce qui peut arriver en Martinique quand même. Mais il pleut vraiment beaucoup et on voit, moi j'avais des repères vraiment où je regardais le ciel et je voyais ces longs cocotiers qui commençaient vraiment à vaciller et là je me disais, il y a quand même plus de vent que d'habitude. Et puis, l'onde tropicale est arrivée, elle a fait son travail. Et on est sortis de la maison pour aller nous promener, hein, une fois que l'onde tropicale est passée. Ou même, je crois qu'elle n'était pas tout à fait passée, mais finalement, on pouvait quand même sortir. C'était pas non plus le truc du siècle. Mais je me rappelle, quand je suis sortie, qu'il y avait beaucoup de feuilles par terre et il y avait quelques arbres à terre. Et dans ma tête d'enfant, c'était super choquant parce que déjà, c'est quelque chose que j'avais jamais vu en métropole. Et des arbres par terre, vous vous dites, mais c'est quand même incroyable parce que le vent, qui est un truc quand même invisible et qui n'avait pas l'air de souffler si fort, a réussi à coucher des arbres, qui n'étaient pas spécialement hauts d'ailleurs, c'était des petits arbres, des petits palmiers. Et surtout, je me rappelle très bien, en marchant dans la rue, je tourne ma tête sur la gauche et là, je vois la mer. Donc la mer qui m'avait quand même accueillie pendant tout l'été. Là, je découvre une mer que je n'avais jamais vue. Une mer déchaînée, marron, un peu boueuse. Et je vois un long cocotier là-dedans. Je vois un poteau électrique. Et je me dis, waouh, il y a quand même eu de la destruction. Et je vous dis waouh, mais en vrai, c'est pas waouh que j'ai ressenti, c'est de la peur. J'ai ressenti de la peur et j'ai eu mal. J'ai eu mal pour ma nature parce que je me suis dit, oh là là, la mer que j'ai connue n'est plus là. Elle est partie, elle reviendra jamais. Elle reviendra jamais en fait. Si j'avais voulu rester plus longtemps en Martinique, en fait, il m'aurait fallu peut-être beaucoup de temps pour retrouver la mer que j'avais connue pendant toutes mes vacances. Et j'étais triste. Il y a eu un deuil. Dans ma tête vraiment de petite fille, j'ai eu, le cœur un peu serré. Et j'ai eu à ce moment-là ma première rencontre, en tout cas ma première rencontre consciente,
avec une forme de chaos, le chaos de la nature, une nature que je n'avais jamais vue comme ça, voilà, dont j'ignorais la force. Et c'est marrant parce que ce souvenir qui remonte, ça me rappelle à quel point la nature est hyper puissante et en même temps, ça me donne toute la confiance de pouvoir me déposer dans des forces qui me dépassent en quelque sorte, parce que les forces de la nature, les forces de la mer par exemple, euh, on a beau faire ce qu'on veut, on a beau vouloir maîtriser les choses, la mer est quand même, a quand même une force assez incroyable. La mer voilà, qui peut être très calme, très douce, qui peut en même temps complètement se déchaîner avec cette onde tropicale, qui peut aller arracher des arbres. Parce qu'effectivement, quand la mer monte, elle va prendre les arbres qui sont sur la plage, quoi, sur le rivage. Et ça, c'est vraiment aussi effrayant que rassurant, parce qu'au moins, on sait que ces règles existent. Et on sait que ce ne sont pas nos règles à nous, d'hommes, ce sont des règles de la nature. Donc, on peut s'en remettre à ces règles-là. On peut savoir qu'il y a quelque chose un peu fou qui se passe dans cette nature-là. Et moi, dans mon travail, j'aime beaucoup m'appuyer sur ce côté puissant et, j'allais dire digne, puissant et digne de la nature qui s'agite dans tous les sens, comme ça. Là. Il y a une tempête qui arrive. Et au final, la tempête finit toujours par s'arrêter. Les vents soufflent fort, on a l'impression que voilà, ça va jamais s'arrêter, ou que la nature va être complètement détruite et qu'elle s'en remettra jamais. Et en fait, elle s'en remet toujours, la nature, de tout toute cette destruction, toute cette transformation qui se passe, parce que c'est ça en fait. Quand un arbre est arraché, après, voilà, il va dans la mer. Donc, moi, petite fille, je me disais, mais mon Dieu, que va devenir cet arbre ? Il est mort, comment on va faire, etc. Mais en fait, la nature, elle fait son travail. Et puis voilà, en fait, tout retombe à un endroit, tout va nourrir quelque chose. Et j'ai beaucoup cette image-là aussi pour le monde intérieur, notre monde intérieur, dans le cadre donc de la transformation de sa vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Et il y a ce chaos qui se produit, qui nous secoue, qui a l'air de dépasser complètement notre contrôle. De toute façon, ce n'est pas sous notre contrôle. Et pour autant, dans cette chose incroyable qui se passe, en fait, il y a un ordre il y a une espèce d'ordre qui opère, j'allais dire. Et il y a toujours une logique ou quelque chose qui fait qu'on retombe sur ses pieds. Peut-être même qu'on n'était jamais finalement déraciné. C'est-à-dire que cette espèce de chaos qui nous a agité, peut-être que finalement, si on n'avait pas eu autant de crainte par rapport à ça, peut-être que ce chaos, on aurait pu l'observer sans être effrayé. Mais encore une fois, ça nous demande quand même de prendre beaucoup de recul par rapport par rapport au sens qu'on donne à sa vie, globalement dans notre société, qui est une société où on nous demande beaucoup de contrôler notre vie, contrôler la trajectoire de notre vie, contrôler ce qu'on fait de sa vie, maîtriser les choses, maîtriser le temps, maîtriser nos ressources, ce qui en soi pourrait être hyper bien. Ce que je veux dire, on n'est pas non plus là pour faire tout dans la non-maîtrise et dans le débordement constant. Mais il y a aussi une part de notre vie qui doit traverser ce chaos, enfin, si c'est nécessaire, hein, bien sûr, puisqu'après, tout le monde n'a pas besoin de traverser ça. Mais pour certaines personnes, ces périodes de transition, de chaos, de transformation sont fondamentales, sont essentielles pour renaître à soi. Car si je reviens vraiment au thème de l'épisode, même si je n'avais pas quitté réellement le thème, mais pour revenir vraiment plutôt dans le sens du chaos dans notre vie, le chaos dans notre vie, c'est une énergie qui se manifeste quand il y a des parties de nous
qui ont besoin d'être transformées. J'ai notamment l'image de toutes ces personnes qui ont construit leur vie qui ont construit leur sécurité intérieure sur des acquisitions, entre guillemets, extérieures. Quand je parle d'acquisition, c'est avoir le bon job, avoir la vie qui plaît aux autres, qui plaît à la société, qui plaît à ses parents, etc. etc. Donc des acquisitions qui vont répondre, on va dire, au regard extérieur, mais qui ne sont pas des acquisitions qui vont venir ancrer un sentiment de sécurité intérieure et qui ne vont pas venir nourrir une sécurité à l'intérieur de soi. Donc pour toutes ces personnes-là, qui parfois ont un sursaut et ont envie de construire une vie qui leur ressemble davantage, il peut y avoir cette période de transformation qui, même si elle est faite en douceur, même si elle est approchée par étapes, il peut y avoir cette sensation que le sol se dérobe sous nos pieds, qu'il y a cette impression que tout ce qu'on était n'existe plus, mais qu'on ne sait pas encore ce qu'on sera vraiment demain. Une espèce d'entre-deux où on n'est rien. Enfin, on est en construction, quoi. On n'est rien. Et dans ce moment-là d'entre-deux, c'est un peu comme la chenille qui devient papillon. J'ai horreur des lieux communs, mais bon, voilà, parfois les lieux communs, ça fonctionne. Dans cet entre-deux, quand la chenille devient papillon, il est important en fait de laisser ce chaos, parce que c'est une énergie de chaos aussi. Quand il y a toutes les petites cellules là qui cherchent à créer le papillon à l'intérieur, c'est hyper important de ne pas toucher, de ne pas bouger, de rester immobile et de laisser ce travail se faire. Donc qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie d'humain ? Dans notre vie à nous, ça veut dire que vous allez avoir des parties de vous qui vont probablement ressentir des choses pas très agréables, de la panique, de la peur, de la honte parfois, de la culpabilité, de la colère. Et votre mission, en tout cas l'intention dans laquelle la direction dans laquelle vous pouvez vous diriger, ce serait de laisser toutes ces parties de vous ressentir le chaos, donc ressentir toutes ces émotions contrastées, bizarres, et pas forcément agréable à vivre, quoi qu'il puisse aussi y avoir des émotions agréables, puisque c'est une transformation, donc il y a tout qui est mélangé. Et en même temps, alors que vous ressentez toutes ces émotions contrariées, mélangées, il y a aussi une partie de vous très centrale qui, elle, n'a pas peur du tout. Qui, elle, sait exactement dans quelle direction vous allez, même si vous n'en avez pas conscience. C'est une partie centrale, vitale. Cette partie-là, elle vous permet vraiment de traverser cette situation avec avec calme. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire que votre vie va se transformer et que vous serez super peace and love. Parce que c'est pas ça en fait. Ce qui va se passer, c'est que dans la transformation, il y a cette espèce de tempête qui souffle. Et vous vous dites, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver en fait. Je vais pas réussir, ça ne marchera pas. Je vais revenir à l'étape d'avant, je préfère redevenir qui j'étais avant. Ou alors, tant pis, je vais me laisser envoler, je vais être envolée dans la tempête et je vais pas réussir à aller là où je veux aller. Pendant que vous écoutez toutes ces voix qui discutent là, qui vous disent j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, je suis en colère, etc. Au fond, il y a toujours, en tout temps, cette partie de vous qui est calme et qui sait exactement où vous avez besoin d'aller. Sinon, vous n'auriez pas traversé, vous ne seriez pas dans ce chaos. Vous ne seriez pas dedans. Alors effectivement, quand on est dedans, on peut vite perdre pied. Quand le vent souffle comme ça, t'es comme un arbre là t'es déraciné. Tu te retrouves les pieds en l'air, tu sais même plus où t'es. Donc c'est très important de garder en tête que quand vous commencez à avoir cette espèce de sensation de perdre pied là, de plus savoir où vous êtes,
Rappelez-vous qu'il y a une partie de vous qui sait exactement où vous allez. Essayez de vous y connecter même un tout petit peu, de remettre les pieds au sol même un tout petit peu, de mettre les pieds au sol un tout petit peu, de manière à pouvoir reprendre un peu de souffle. Laissez le temps à votre corps, à votre esprit de se régénérer un peu, de manière à continuer à traverser ce chaos, qui est une période de naissance aussi en fait. Je sens que cet épisode peut être très étrange, mais vraiment c'est ça que j'ai besoin de vous dire, donc je le dis. Et donc quand je parle de vous connecter à cette partie de vous qui est calme en vous, qui sait où vous devez aller, c'est parce que cette partie-là, c'est un peu le chef d'orchestre qui va pouvoir ensuite, rééquilibrer votre système intérieur. Rééquilibrer le système intérieur, c'est aller donner à des parties de vous ce qu'elles n'ont pas reçu ou ce dont elles ont besoin pour continuer à faire leur chemin et pour vous faire grandir. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs thèmes, on va dire, de besoins à couvrir, en tout cas que moi j'ai identifié. Vous avez notamment ce qu'on appelle les résistances au changement. Donc il y a des parties de vous, quand vous allez vouloir avancer dans ce chaos, ces parties-là vont vouloir revenir en arrière. Elles ont peur. Elles vont vous dire ah ben non, moi je vais pas là-bas. On voit pas le chemin. On n'a jamais été là-bas. On va pas là-bas. C'est important en fait de prendre ces résistances par la main. Déjà, je les appelle résistances parce que c'est comme ça qu'on les appelle communément. Mais pour moi, il n'y a jamais de résistance en fait. Ce qu'on appelle une résistance, c'est simplement une invitation de votre système, de votre écosystème, à recevoir quelque chose dont elle a besoin, dont il a besoin, votre système, dont il a besoin pour avancer. Donc par exemple, dans le cas des résistances au changement, les parties ont peur. Ce sont des parties qui ont peur d'avancer. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner pour qu'elles aient moins peur ? Le meilleur antidote à ça, c'est vraiment de rentrer vous en relation avec vous-même. Ça paraît être étrange de se parler à soi-même. De se parler à soi-même, c'est ce qu'on fait en auto-hypnose par exemple, même si auto-hypnose, c'est un mot déjà presque technique pour expliquer quelque chose qui est de l'ordre du fondamental, j'allais dire, chez l'humain. L'humain, il est en connexion avec l'autre et avec lui-même. Donc, quand on a une résistance au changement, quand on a des parties de soi qui ont peur, même si vous faites accompagner par des coachs, des thérapeutes, peu importe, la première personne à prendre soin de vous, c'est vous-même. Donc, c'est à vous de vous accompagner et vraiment de vous dire « Ok, tu as peur, mais t'es qui en fait ?» Ah bah moi, je suis la petite Adeline, tu sais, moi, on m'a appris quand j'étais petite qu'il fallait vraiment rester à sa place. Parce que si tu restes pas à ta place, peut-être que tu vas te faire mal, peut-être que tu vas t'égarer, peut-être que tu vas rencontrer des gens qui vont pas t'aimer, peut-être que tu vas devoir entrer en conflit avec les autres. Et ça va te faire peur parce que tu as peur que les gens ne t'aiment plus. Ah ok, mais maintenant tu sais, moi j'ai grandi, moi je suis Adeline, j'ai 37 ans bientôt. Je suis maman. Donc je sais prendre soin maintenant de toi et j'ai envie qu'on fasse ce chemin ensemble. Donc on va avancer petit à petit sur ce chemin que toi tu ne vois pas exactement, mais maintenant je peux te guider. Voilà à quoi ça peut ressembler dans l'énergie d'échanger avec soi-même. Alors bien sûr, là je l'ai fait très rapidement et ça a l'air très en surface comme ça, mais sincèrement, vous vous couchez le soir, vous fermez vos yeux et vous commencez à vous dire ce genre de mots en visualisant différentes parties de vous. En visualisant par exemple cette partie, moi je parle de la petite Adeline parce que je suis très visuelle. Il y a des personnes qui vont avoir une autre sensibilité. Peu importe, explorez en fait ce qui vient, le premier matériau là qui vient dans votre tête et commencez à rentrer en relation avec ces parties-là. C'est pas du bullshit, hein. Vraiment là, ce que je suis en train de vous dire,
On est sur du basique de chez basique, mais en même temps, l'humain est très basique, en fait. Mais ce travail-là, qui est un travail vraiment de soins intimes, personnels et en profondeur, c'est ce dont vous avez besoin pour avancer de manière écologique, d'une manière stable, d'une manière où vous allez pouvoir gagner en confiance à chaque étape que vous allez franchir. Donc ça, c'est pour les résistances au changement. Premier pan. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui va être, c'est assez lié finalement, blessure à transformer. Quand vous allez avancer sur ce chemin, vous allez forcément rentrer en contact avec des parties de vous qui vont résister. Donc pas forcément qui vont vouloir retourner dans le passé, mais vous allez juste sentir des émotions vives qui vont remonter. Et pareil, vous devez rentrer en relation aussi avec ces parties de vous, de manière à les rassurer ou à leur donner ce qu'elles n'ont pas reçu. Peut-être un peu de courage, un peu d'amour, un peu d'attention, un peu de validation. Et alors effectivement, je pense que cette approche sera peut-être plus facile, plus accessible pour les personnes qui ont déjà un peu conscience d'elles-mêmes, je pense. Mais j'ai envie de dire, n'importe quelle personne qui est assez curieuse d'elle-même et de l'humain peut commencer cette approche et ce travail sur elle-même. Vraiment, j'ai pas envie de mettre d'interdit ou de filtre, dans le sens où l'humain est plein de surprises. L'humain est vraiment plein de surprises et vous pouvez faire ce travail aussi à l'écrit, ce travail de relation, mais en fait, t'es qui ? Pourquoi t'as peur ? Enfin, pas forcément pourquoi, parce que pourquoi vous allez rentrer dans une discussion de tête et c'est pas là qu'on veut aller, nous c'est dans l'expérience. On veut aller dans l'expérience de qu'est-ce qui se passe dans votre corps, pourquoi vous n'osez pas traverser ce chaos, ou qu'est-ce qui vous fait peur actuellement, etc. etc. Et puis, il y a toute une partie, donc, entre guillemets, passé, travailler sur les blessures du passé, mais il y a aussi une préparation du futur à faire quand on traverse le chaos. Parce qu'effectivement, quand on est dans le noir, dans un tunnel noir, on se dit on a quand même envie d'essayer de voir la lumière au bout du tunnel. Même si en soi, c'est pas un tunnel techniquement, mais bon, bref, vous m'aurez compris. Et je trouve que visualiser son futur, pas forcément sous la forme d'un futur hyper précis, genre j'aurai 2 enfants, une maison et je sais pas quoi, mais ça peut être aussi extrêmement précis. Si vous avez des envies de voyage précises, si vous avez des envies de maison très précises, si vous avez des envies même de style vestimentaire, en fait tout est réponse, tout est information pour vous aider à visualiser un futur qui va vous donner le courage de traverser ce chaos, de traverser cette période de déconstruction pour reconstruire. Et d'ailleurs, en matière de visualisation du futur, donc c'est littéralement l'art de rêver. L'art de rêver, c'est quelque chose de vraiment fondamental aussi dans l'art de transformer sa vie. Et parfois, je sais que rêver, c'est quelque chose qui peut être difficile parce que rêver, ça nous demande aussi d'être optimiste. Et c'est pas toujours évident d'être optimiste, de rêver grand et de garder les pieds sur terre. Parce qu'effectivement, nous sommes des êtres de chair, nous avons des corps. Et on n'a pas envie de faire des rêves qui soient des espèces de chimères. Et que ces rêves ne soient pas en relation avec qui on est profondément. Parce que c'est ça, en fait, l'intérêt de rêver grand. Parce que si, par exemple, aujourd'hui, je dis « Ah, je vais rêver grand, je rêve que je suis Beyoncé demain » ou un truc dans le genre, franchement, je chante vraiment très mal. J'ai aucun talent en termes de prestations, de concerts, de je sais pas quoi. Ce rêve d'être Beyoncé serait vraiment extrêmement éloigné de qui je suis à l'intérieur. Donc j'ai volontairement choisi un rêve un peu caricatural pour que vous compreniez que le rêve, il a sa puissance quand il est connecté avec nous.
il est connecté avec nous. Rêver, en fait, c'est quelque chose qu'on fait... Comment dire ça? Avec le temps et avec la pratique, ou avec l'art de bien s'écouter, on sait quand les rêves qu'on pose sont nos rêves, ou si ce sont les rêves de quelqu'un d'autre, ou si ce sont des rêves qui ne sont pas nos rêves véritables. Et si vous avez du mal à rêver, je vous poserai la question, qu'est-ce qui vous en empêche? Ça, c'est la première chose. Et pour aller plus loin, quelle part de vous s'exprime à ce moment-là? La part qui vous bloque un peu. Parce que, en fait, quand on est bloqué quelque part, il y a forcément une partie qui fait ce travail de blocage. Et donc, c'est super important d'aller l'écouter. Ne jamais essayer de passer à côté d'un blocage. Non, s'il y a un blocage, vous allez parler directement à cette partie de vous qui bloque. Alors parfois, elle ne vous dira pas grand-chose, parce que une partie qui bloque, c'est un peu comme un videur de boîte de nuit vraiment vénère, quoi. C'est-à-dire qu'il a quand même du mal à vous parler. Mais comme tout dans la vie, il y a une question aussi de confiance et de temps à donner à ces parties de vous, parce qu'elles en ont besoin, parce qu'elles en ont pas reçu assez, probablement. Et par exemple, dans mon cas, parce que moi, je suis une grande rêveuse, mais il m'arrive aussi d'être très sceptique par rapport à mes rêves. Et dans ces cas-là, je sais que moi, j'ai une partie de moi qui est donc sceptique, qui est qui porte un impair, un peu genre un impair de Colombo en fait, un impair gris et qui est sceptique. Et quand cette partie-là, elle me dit en gros, non mais tes rêves, ils sont hors de portée en fait, t'as fumé, mais regarde en fait où t'en es, etc., etc. Je l'écoute cette partie et je lui pose des questions. Je m'intéresse à elle. Où est-ce qu'elle a appris à parler comme ça? C'est quoi son origine? Quand vous commencez à avoir ce travail de relation avec vous-même, vous n'êtes plus dans le combat avec des parties de vous qui, de prime abord, vous dérangent. Parce qu'on va pas se mentir, quand il y a un Colombo qui vit en toi, et pas Colombo, genre Colombo cool de la télé. Non, un Colombo vraiment, donc le physique de Colombo, mais avec le côté hyper strict je sais pas moi, d'un instituteur, ou d'une institutrice plutôt, chignon serré, petites lunettes à monture très fine, tout le package. Voilà, c'est vraiment pas une partie de prime abord que j'aime beaucoup. Mais en fait, tout ce que vous n'aimez pas chez vous, si vous n'arrivez pas à rentrer en relation avec, ce sont des choses qui vont rester là et qui vont contre lesquelles vous allez essayer de vous battre. Et ces choses vont rester. Ce contre quoi vous vous battez grandit en force. Ça crée encore plus de tension. Quand il y a une partie de vous que vous n'aimez pas, parlez-lui. C'est un peu comme si vous étiez dans une cour d'école, là vous êtes enfant, il y a une espèce de terreur qui est dans la classe, qui est dans la classe, dans la cour d'école. Allez lui parler. Bon, pas dans la cour d'école, là j'ai vraiment pris de l'image, mais je veux dire en admettant qu'il y ait une cour d'école qui vit dans votre corps. Bref, pour ceux qui ont suivi, fantastique. Si vous n'avez pas suivi, c'est pas grave. Il y a des petits mots qui vont rester et tout ça va travailler à l'arrière-plan de votre conscience. Je ne me fais aucun souci. En tout cas, vous l'aurez compris, embrasser le chaos, c'est se nourrir soi-même, sur tous les plans. C'est vraiment s'apporter un soin qui n'est pas juste un soin genre je me passe un peu de crème hydratante sur le visage. C'est vraiment un soin crème hydratante plus nourriture intérieure. C'est vraiment, oui, holistique, je crois que c'est le mot, sur tous les plans. C'est-à-dire que vous ne négligez pas des parties de vous parce qu'elles sont moches, ou parce que vous les jugez moches, ou parce que vous les jugez inintéressantes ou encombrantes. Au contraire, vous devez vraiment lier une relation avec toutes ces parties de vous. Et je vais même aller encore plus loin. Vous devrez aussi sortir de la dualité, ce qui est positif et ce qui est négatif en vous. Parce que, en fait, cette dualité fait que justement, on a tendance
à vouloir supprimer ce qui nous semble négatif et à garder ce qui nous semble positif, alors qu'en réalité, derrière du négatif, il y a aussi du positif. Il y a aussi ce que j'appelle des racines, hein. Donc, si je reprends l'exemple, par exemple, de mon petit colombo sceptique qui vit en moi, ce colombo sceptique, il a une histoire, il a des origines, il a un ancrage. Hein, il existe en moi parce qu'il y a il a reçu ce qu'il lui fallait pour grandir. Il a grandi dans un certain environnement culturel, social, familial, qui fait que voilà, cette partie de moi, que moi j'appelle un personnage, s'est créée et a pu exister, a pu vivre. Si je supprime ce personnage, ben déjà je supprime une partie de moi, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Puis en plus, essayer de vous débarrasser d'un Colombo un peu strict comme ça, il va revenir à la charge. Hein. Ça, c'est sûr. Et surtout, quand vous faites ça, vous négligez une partie hyper importante qui est que même si vous avez l'impression que ces parties-là ne font que vous déranger, elles ont aussi un côté positif en général. Prenons le cas du Colombo sceptique. Colombo sceptique, il me fatigue en général. Hein. J'essaye vraiment de le mettre à distance. Je ne suis pas encore hyper à l'aise avec lui. Mais je dois dire que c'est aussi lui qui, en partie, me permet de garder les pieds sur terre et me permet aussi de rester vigilante quant à mes rêves, quant aux moyens que je mets en place pour les réaliser, pour aller vers eux, pour les nourrir, pour les chérir. Et ce, même si, en contrepartie, parfois, il peut être un peu cinglant avec ces mêmes rêves. Donc cette dualité positif versus négatif, c'est quelque chose qui va plus vous embarrasser qu'autre chose, et surtout dans cette phase de chaos où tout se mélange, vous n'aurez pas intérêt à faire une distinction entre ce que vous voulez garder et ne pas garder. Parce que dans le chaos, il y a aussi du négatif qui se balade, il y a des choses lourdes qui se baladent, et vous devez laisser le temps à ces choses lourdes de faire leur travail, de manière ensuite à se transformer en quelque chose de bon pour vous, qui va venir vous nourrir. Et puis, de façon plus pratico-pratique, j'allais dire, cette période de chaos, qui est une période qui peut être très émotive, avec des hauts et des bas, c'est aussi un moment où vous aurez besoin de réguler votre système nerveux, apprendre à réguler votre système nerveux. Et c'est aussi là-dessus que j'ai envie d'insister, parce que embrasser le chaos, ça ne veut pas dire rester calme au milieu des flammes ou rester calme dans la tempête, comme si vous étiez un moine et que vous ne ressentiez rien. Alors, si vous êtes moine, du coup, c'est super, hein, vous pouvez faire ça. Mais si vous n'êtes pas moine, et je pense que vous n'êtes pas moine si vous m'écoutez, en fait, vous aurez besoin de ressentir ces émotions, sinon vous allez juste exploser. Donc le but n'est jamais de rester calme en toutes circonstances. Le but, c'est d'avoir assez d'espace en vous pour ressentir l'intensité de vos émotions, les laisser vous traverser de manière à ce qu'ensuite elles s'apaisent. Laissez en fait, vous devez avoir l'espace pour que vos émotions, elles fassent leur vie, tout simplement, qui est le cycle, que l'émotion vive sa vie de manière à disparaître. Et ça, c'est quelque chose c'est une espèce de... c'est pas mésentente le mot. Je n'ai pas le mot qui me vient. Pas une incompréhension, mais un... Oh, le mot m'échappe. Je ne sais plus. Mais c'est une espèce d'erreur, on va appeler ça erreur, une misconception, qui fait que les gens pensent qu'ils doivent rester calmes en toutes circonstances. Et ça, c'est quelque chose qui se voit dans... Enfin, moi, je reçois plein de questions comme ça, ou on me lance plein d'invitations à calmer les gens. Ah, je suis trop en colère, j'ai besoin d'être plus calme. Ah, en ce moment, je suis stressée, il faut que je sois plus calme, etc. C'est pas ça, en fait. C'est pas ça. Alors, ça peut arriver, hein, qu'on ait des périodes, effectivement, où on est un peu plus stressé, où on a besoin de se calmer.
Mais en réalité, quand on commence à être dans cet état plusieurs fois sur une longue période, on aura souvent besoin de se réguler. Et donc se réguler, ça veut dire faire grandir sa capacité à ressentir les émotions de manière à ce qu'elles puissent nous traverser sans que ce soit douloureux, qu'elles nous traversent et puis qu'on passe ensuite, entre guillemets, à autre chose. Ou qu'elles nous permettent en tout cas d'avancer dans notre vie. Donc voilà, je pense que c'était à peu près ça que j'avais envie de vous dire, moi, sur le fait d'embrasser le chaos. Embrasser le chaos, c'est trouver en soi, un peu comme... je pense que c'est comme ça aussi quand il y a un cyclone, d'ailleurs. L'œil du cyclone, je crois qu'il n'y a pas de vent au niveau de l'œil du cyclone. Je crois que c'est une partie vide. Et bien, chez l'humain, c'est pareil. S'il y a un cyclone comme ça tout autour de vous, une espèce de chaos, ça souffle dans tous les sens, il y a plein d'objets qui volent, et bien au centre de tout ça, il y a quand même une partie qui est calme. Il y a l'œil du cyclone qui est quand même calme. Ça ne veut pas dire que le cyclone ne souffle pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui voltigent autour de vous. Mais ça veut dire que pendant que ces choses voltigent autour de vous, il y a une partie de vous à l'intérieur qui sait exactement où elle est et qui a complètement confiance dans le processus. Alors faites-lui confiance. Merci d'avoir écouté cet épisode de Miroir désinvolte. Pour transformer votre vie et alchimiser vos blocages en force, découvrez mon travail de coach sur adelineanger.com. Envoyez-moi un message personnel ou réservez directement une séance de coaching individuel en ligne, où que vous soyez dans le monde. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Miroir désinvolte et aidez-moi à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles. Et surtout, si ce podcast vous donne envie de vivre une vie qui a du sens et qui prend racine dans l'être que vous êtes véritablement, je suis là pour vous écouter et vous accompagner. À bientôt.